Et donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nicolas Capt. Merci beaucoup de votre présence qui nous fait plaisir évidemment, mais qui nous honore, puisque vous êtes un spécialiste du domaine, avocat inscrit au barreau de Genève depuis 2009, progressivement de plus en plus reconnu comme spécialiste du droit des médias et des technologies, et notamment, par rapport au sujet d'aujourd'hui, de l'intelligence artificielle. Nicolas Capt est associé fondateur du cabinet 15 cours des Bastions. Il publie aussi un blog dans le cadre du journal Le Temps. Il est enseignant au CFJM et à une IGE à Fribourg aussi. Et le point peut-être le plus en rapport avec la conférence d'aujourd'hui, il est président et initiateur du sommet sur l'intelligence artificielle à Genève. Enfin, je mentionne qu'il est fondateur associé de Heptagon Digital Risk Management. Bref, de multiples facettes, de multiples talents, et je le laisse maintenant commencer la conférence sur le sujet dont on a convenu. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Est-ce que vous m'entendez bien? Je n'ai pas l'habitude de ce micro. Oui? C'est assez fort ou pas? Oui? Ou trop fort? Non? Parfait. Écoutez, donc comme vous le savez, la conférence du jour porte au fond sur les nombreuses questions que les phénomènes de désinformation posent, et notamment à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc un petit peu le menu du jour, une introduction, quelques définitions. Donc présenter le concept de désinformation, les deepfakes, qu'est-ce que c'est? Et ensuite de questionner les objectifs et les mécanismes de ce phénomène, et d'observer un peu les acteurs et les effets de la propagation de ces fausses nouvelles. Je présenterai ensuite quelques exemples qui sont assez parlants, sans mauvais jeu de mots, pour vraiment voir au fond à quoi ressemble cette désinformation quand elle utilise des technologies. La désinformation, vous le savez, a existé de tout temps. Maintenant, on a des outils qui sont plus efficaces et qui permettent un autre type de désinformation à une autre échelle. Et c'est là, sans doute, l'enjeu. Je dirais quelques mots des réglementations actuelles ainsi que des pistes de lutte contre le phénomène des fausses informations qui poussent, vous le savez, comme une véritable mauvaise herbe à l'heure numérique. Alors, comment définirait-on la désinformation? Alors, il y a il y a une terminologie assez variable. Il y a la désinformation, les fausses nouvelles, les fake news, l'infox. Ça, c'est sans doute québécois. On essaie toujours de trouver des mots en français pour des mots anglais, même quand on n'y arrive pas. Et c'est défini par l'Union européenne et l'OTAN assez globalement comme des informations manifestement fausses ou trompeuses qui sont créées, présentées et diffusées dans un but lucratif ou pour tromper intentionnellement le public. Donc, la fausse nouvelle a une dimension intentionnelle. Je pense que c'est peut-être la première chose qu'on peut retenir, c'est que quand on se trompe, ce n'est pas de la désinformation, c'est plutôt plus une erreur dans la présentation de l'information. Donc, il y a vraiment cette idée d'une volonté de tromper. Donc, elle a cette désinformation comme effet principal la tromperie du public. Si le concept semble assez nouveau, il y a évidemment des formes de désinformation très anciennes, comme la propagande militaire, qui avait une visée politique, qui existe au moins depuis le Moyen Âge, voire avant, et qui a été utilisée à de très nombreuses reprises. Les fausses informations aussi sont naturellement utilisées dans le cadre militaire. Alors de tout temps, on a tenté de tromper l'ennemi par mille et une manières, par des fausses informations, par des chars gonflables. On a toujours essayé, disons, de présenter la situation de manière favorable à sa propre position à l'ennemi. Donc, il y avait la lutte dans l'air, la terre, la mer, l'espace ou le cyberespace. Certains auteurs parlent maintenant dans le champ de la guerre d'un sixième champ de bataille qui serait l'espace cognitif, soit autrement dit le cerveau humain.
Vous avez certainement entendu parler déjà des deepfakes. Alors, je ne sais pas si par curiosité, les personnes qui ont déjà entendu parler de ce phénomène, lever la main. Est-ce que les deepfakes, oui. Ah oui, donc comme une grande majorité. Et puis, alors sur cette écrasante majorité, combien pensent savoir ce que c'est? Ouais, un tiers, hein. Ouais. Donc, à les deepfakes, effectivement, moi, je suis pas surpris. Enfin, je suis surpris quand même qu'il y ait autant de mains qui se lèvent pour d'avoir entendu le mot. C'est déjà pas mal. Ça montre que vous suivez l'actualité. Euh, sont des contenus visuels ou sonores falsifiés, générés par des techniques avancées d'intelligence artificielle, en particulier l'apprentissage profond. C'est euh, un type de technologie utilisée dans l'intelligence artificielle. Le deepfake, c'est une combinaison de deep learning, donc c'est une manière dont l'IA, disons, est entraînée, et fake, faux. Donc, à quoi servent ces technologies? Elles permettent de créer des vidéos, des images, des enregistrements audio extrêmement réalistes qui peuvent faire apparaître des personnes disant ou faisant des choses qu'elles n'ont jamais dites ou faites. Avec ces deepfakes, la désinformation, disons, entre dans une ère nouvelle qui pose des défis sans précédent pour l'état de droit et la véracité des informations. La capacité de créer des vidéos, des images et des enregistrements audio très réalistes permet en effet, évidemment, de manipuler l'opinion publique de manière plus efficace et sophistiquée. On disait avant, je le croirais quand je le verrai, on ne peut plus le dire. Donc, c'est-à-dire qu'on a un référentiel qui change. C'est-à-dire qu'on voulait, dans le monde d'avant, avoir une preuve, puis une preuve, c'était une photo, une vidéo, enfin, c'était autre chose qu'un récit. Et maintenant, on se rend compte que ce qu'on estimait être des preuves, plus ou moins tangibles, plus ou moins fiables, en réalité, ne l'est plus du tout. Elle ne le sera plus. Donc, c'est vraiment une redéfinition assez complète de la manière dont on conçoit et établit la vérité. Alors, je l'ai dit, la désinformation peut recouvrir des objectifs très divers. Ça peut être la déstabilisation ou la manipulation. Donc, manipuler l'opinion publique, une confusion, une baisse de la confiance dans les médias. Évidemment, les médias peuvent être l'objet de cette désinformation pour les décrédibiliser. Euh, on a les atteintes individuelles, donc discrimination et racisme, atteinte à la réputation. Si vous montrez quelqu'un prétendument dans une situation qui porte atteinte à son honneur, incitation à la haine, atteinte à la libre concurrence, mais aussi des atteintes collectives, une atteinte à l'économie nationale, une atteinte à la santé publique et en lien avec des conflits armés. Donc les objectifs sont extrêmement larges. On peut sans doute en trouver encore d'autres, mais voilà quelques-uns des grands sujets. À l'ère numérique, la propagation des fausses nouvelles s'est évidemment accélérée de manière considérable en raison des caractéristiques propres à Internet. Donc, une interconnexion, vous le savez, de millions, voire de milliards de personnes, une censure, somme toute, relativement faible, une vitesse de diffusion très importante. On sait qu'on parle toujours de caractère viral d'une information. Donc, avec le Covid, on a compris ce que ça voulait dire. Si tant est qu'on est oublié, on se souvient ce que c'est que la viralité. Donc, pour l'information et la désinformation, c'est la même chose. Et puis, une relative absence d'instruments juridiques internationaux efficients. Donc, ces dernières années, l'innovation et ces nouveaux outils ont permis aussi l'émergence de nouvelles formes de propagation des fausses informations. Donc, c'est les algorithmes, les bots. Donc, les bots, c'est une sorte de dispositifs automatisés qui vont, par exemple, depuis un compte de réseau social, reposter du contenu. Donc, c'est vraiment des accélérateurs de tout ça. C'est des petits soldats qui, finalement, envoient de l'information et permettent de relayer de manière automatisée. Évidemment, ça permet d'atteindre un public beaucoup plus nombreux de manière peu coûteuse et assez efficace. Ça permet vraiment de matraquer les informations ou les fausses informations. Et l'intelligence artificielle aussi, c'est que l'intelligence artificielle, alors il y en a plusieurs types, mais l'intelligence artificielle dite générative permet de créer des textes. Donc, vous pouvez faire des déclinaisons de textes. Enfin, vous avez vraiment une aide extraordinaire à la désinformation avec les technologies.
pas dire que la technologie en elle-même soit problématique, mais enfin, l'utilisation qu'on peut en faire peut l'être à certains égards en matière de désinformation. C'est bien évident que c'est un outil facilitateur. Euh, donc, tous les dispositifs que je viens de mentionner font partie maintenant intégrante de toute opération de désinformation à large échelle. Il y a donc les réseaux sociaux et les applications de messagerie, donc les algorithmes des plateformes sociales, donc la manière dont les contenus sont promus, disons, plus ou moins mis en avant, etc. Ce qui est évidemment relativement obscur, parce que les plateformes ne communiquent pas sur la manière dont ils décident que tel ou tel contenu doit être mis en avant, puis que tel autre, finalement, doit être un petit peu moins favorisé. Euh, un gros impact. Voilà, la manière dont les algorithmes choisissent les contenus à mettre en avant est un gros impact. On sait que, en tout cas dans le passé, TikTok a favorisé activement des vidéos que l'on peut considérer comme conspirationnistes, souvent d'ailleurs générées par des outils d'intelligence d'IA sophistiqués de différents types, parfois avec des dispositifs qui permettent de faire des images ou des vidéos comme DALL-E ou Midjourney, etc. Et des études ont révélé que près de 20% des résultats de recherche sur des sujets d'actualité sur TikTok sont de la désinformation. Et je lisais hier une publication sur les réseaux sociaux, justement, comme quoi il y a parfois de l'information, je crois, la directrice, je ne sais plus si c'est de Radio France ou de France Culture, qui parlait d'une initiative où on essayait de comprendre quelles étaient les sources d'information des jeunes actuellement. Et l'immense majorité disait leur source était exclusivement, par exemple, TikTok, une source d'information. Donc il y a cette difficulté aussi de se rendre compte qu'est-ce que l'information. Alors je crois qu'on peut passer plusieurs jours à essayer de définir ce qu'est l'information, mais enfin on comprend quand même la différence qu'il peut y avoir entre une information même qui peut être sujette à un angle. On sait qu'on ne lit pas la même information. Si vous êtes en France, si vous lisez le Figaro, l'Huma ou Libération, enfin, vous n'aurez pas la même manière de narrer les événements, mais dans les trois cas, vous aurez quand même de l'information, la désinformation. Enfin, on se départit complètement du réel. Donc, et cette différence-là est quand même assez forte. Donc sur TikTok, par exemple, il y a un manque de hiérarchie dans l'affichage des contenus qui rend difficile pour les utilisateurs de distinguer la désinformation des informations réelles, et c'est préoccupant pour les jeunes, effectivement. Et un autre sondage, un peu plus ancien, qui date de 2023, a montré quand même qu'une majorité de jeunes Français âgés de 18 à 24 ans croient à au moins une théorie du complot, et on en infère que c'est principalement en raison de leur exposition aux réseaux sociaux où cette désinformation prolifère. Donc on voit qu'il y a un gros impact des réseaux sociaux qui ne sont pas neutres dans cette diffusion des fausses nouvelles. Alors les bots, on en a brièvement parlé, c'est un des moyens de diffusion à large échelle des contenus de désinformation. Ça peut aussi être sur des plateformes de messagerie instantanée, ces bots tels que Telegram ou WhatsApp, vous avez des groupes, ça peut être alimenté de manière automatisée. Donc qu'est-ce qu'un bot, hein, si vous deviez le définir? C'est un logiciel automatique qui interagit avec des serveurs informatiques et exécute des tâches prédéfinies et répétitives. C'est un serviteur qui va finalement distribuer le contenu. Donc ça amplifie considérablement la portée et l'impact des fausses nouvelles, notamment par le truchement de comptes fictifs, parce qu'évidemment, vous doutez bien que les comptes qui relaient de la désinformation, souvent sont des personnes qui n'existent pas. Mais la question est un peu plus compliquée, c'est comment est-ce qu'on arrive, et est-ce qu'on arrive vraiment à déterminer facilement qu'un compte est un faux compte? C'est en réalité extrêmement difficile, et plus les mécanismes de création de contenu, d'une image, etc., sont sophistiqués, plus c'est difficile de débusquer des faux comptes sur les réseaux sociaux. Et ils vont interagir, ces faux comptes vont interagir de la même manière qu'interagirait un être humain. C'est la difficulté. Enfin, on n'a pas de moyen facile de détecter un faux compte et de détecter que l'on parle à une intelligence artificielle. Il y a quelques années, c'était évident. L'intelligence artificielle vous répondait complètement à côté. Quand vous posiez une question, ben, on rendit bien compte que vous ne parliez pas à un être humain. Mais ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Hein. C'est extrêmement compliqué de détecter qu'on parle à une machine. Le niveau de sophistication des interactions homme-machine est tel que la détection est compliquée.
Les médias, alors les médias, de prime abord, alors les fausses nouvelles semblent être véhiculées par des réseaux sociaux. Il y a aussi un risque, disons, lié aux médias dits conventionnels. Alors, d'une part, ces fausses nouvelles peuvent être relayées de manière involontaire par ceux des médias qui ne vérifieraient pas suffisamment leurs sources et la véracité des informations qu'ils publient. Donc là, c'est un peu le monsieur Jourdain de la diffusion de fausses nouvelles. C'est-à-dire que on ne pourrait pas caractériser ça de désinformation, mais plutôt finalement une information insuffisamment vérifiée, qui pose un problème de diligence journalistique. Et donc, les médias peuvent être instrumentalisés à l'insu de leur plein gré, comme dirait l'autre, de relayer des fausses informations, sans volonté de le faire. On sait que le rythme de publication effréné auquel les médias doivent se soumettre par la pression du public, qui a envie de savoir, il est 14h50, il y a un tremblement de terre à Kyoto, les gens ont envie de savoir avant 15h parce que c'est très important. En réalité, c'est pas important, mais le monde a décidé qu'on voulait avoir l'information tout de suite, même si ça ne sert absolument à rien. Et les médias sont dans cette pression économique et du lectorat. Donc, c'est aussi un effet secondaire d'une demande d'information immédiate au détriment d'une information davantage vérifiée, maturée, enfin, et c'est évidemment regrettable. Mais ça explique aussi que parfois des médias peuvent relayer involontairement des fausses nouvelles. Euh, et il y a aussi la reprise importante de dépêches d'agences. Donc, c'est vrai que les médias sont nourris parfois non seulement par des recherches de leur rédaction, qui font en général comme neige au soleil, donc il y a de moins en moins de journalistes. Donc, on reprend de plus en plus de contenus tiers. C'est que le canal de création des contenus et de vérification est de plus en plus étroit. Et il ne faut pas s'étonner que la qualité qu'on reproche à des médias d'avoir des contenus de moins de qualité, évidemment, s'il n'y a plus de journalistes pour les écrire, c'est sûr qu'on ne va pas vers un âge d'or du journalisme. Et c'est vraiment regrettable. Mais c'est la réalité. Donc il y a et puis, des fausses nouvelles peuvent également être relayées de manière volontaire cette fois par des organes de presse pratiquant la désinformation. Euh, euh, alors, il y a des exemples classiques qui sont admis comme tels, en tout cas par l'Union européenne et par la Suisse. C'est typiquement le cas de Russia Today, RT, euh, voilà, qui est conçu comme un instrument de propagande disons, qui sert une vérité qui est, disons, alignée avec les souhaits de l'administration russe. Euh, je pense que c'est intéressant, cette question de RT, je trouve ça assez intéressant. Euh, à titre personnel, je trouvais que c'était absurde pour l'Union européenne de décider de couper la diffusion de RT en Europe. On ne voit pas pourquoi. Enfin, c'est n'importe quel média, à mon sens, disons, doit être soumis au même régime. Et au fond, s'il y a des violations pour des émissions, on le voit avec les émissions d'Hanouna, bah, il y a des mécanismes juridiques en place qui peuvent sanctionner, aller jusqu'à la fermeture d'une. Mais disons, des mécanismes en place, et prendre une décision euh, par anticipation laisse entendre que tout ce que produisait cette chaîne ou ce média était faux. Il y a l'évidence n'est pas soutenable. Donc, ce n'est pas très évident de se positionner par rapport à la désinformation. Il faut se méfier un petit peu disons, de ne pas faire le contraire des principes que l'on prêche. Enfin, on prêche la liberté de la presse, puis ensuite on ferme une chaîne complètement. On sait qu'elle pratique la désinformation, mais à mon avis, on peut avoir une réponse qui est en fonction des éléments. Donc ça, c'est intéressant. Je serais heureux d'échanger avec vous sur ces sujets à la fin que je trouve très intéressants. Euh, les autres modes de propagation, donc l'intelligence artificielle générative, donc c'est celle qui crée du contenu, c'est ChatGPT par exemple, est évidemment à même de générer de fausses informations. Euh, si la base de données sur laquelle le logiciel se base contient de fausses informations, il est possible d'imaginer la transmission de fausses informations aux utilisateurs. Donc là, finalement, on parle d'une certaine reproductibilité des fausses informations. Vous savez que les logiciels d'intelligence artificielle générative sont, euh, euh, ont une base de données sous-jacente, hein, aussi, disons, qui inclut les requêtes des utilisateurs, etc. Et au fond, on peut imaginer que si Internet est inondé de fausses nouvelles, on se retrouve avec des nouvelles, enfin, des fausses nouvelles qui sont répercutées dans des requêtes faites par l'utilisateur, un autre utilisateur plus tard. Donc, c'est-à-dire que il y a un système d'entraînement et de démultiplication au long terme des fausses informations. Et c'est sans doute assez préoccupant. Euh, donc les acteurs majeurs dans le domaine de l'IA, donc essentiellement les plateformes, sont encouragés à jouer un rôle de leadership dans la conception et la mise en place de stratégies technologiques qui visent
à combattre la diffusion de fausses informations. Ça, c'est des points. C'est très mauvais avec le pointeur. Je me suis entraîné, puis toujours une slide de retard. Alors, les acteurs. On a parlé de ce qu'est la désinformation, on a parlé des mécanismes, des modes de propagation. Les acteurs. Alors évidemment, c'est un phénomène pluriel, donc les acteurs sont par définition extrêmement divers. Il peut s'agir d'individus comme d'États, de professionnels organisés comme de novices, des personnes qui veulent se divertir, des criminels organisés lors de la manipulation d'informations à des fins criminelles. Euh, la fausse information peut, au fond, prendre mille et un aspects. Enfin, ce qu'on appelle l'arnaque à la romance. Donc, c'est des personnes, alors ça vit des deux sexes, hein, des gens qui se livrent à ces méfaits, c'est à la fois des femmes et des hommes. Bon, se présentent comme tels, en général, malheureusement, je crois que c'est davantage des hommes qui sont aux commandes. Mais au fond, l'idée est de faire croire que quelqu'un s'intéresse à vous et disons, vous noie de compliments, etc. Après, évidemment, il y a une attirance physique ou émotionnelle et finalement, la personne commence à compter pour vous, alors même que vous l'avez évidemment jamais rencontré. Et au fond, vient le moment où le criminel estime que le poisson est suffisamment ferré et on commence à vous dire, ah, mais tu sais, ma maman va pas très bien ou ma soeur est hospitalisée, on a besoin d'une petite avance, etc. Et on vous engage, on vous enjoint à débourser des sommes de plus en plus importantes. Euh, et puis, dit comme ça paraît absurde. On se dit, mais quel est l'imbécile qui va payer? Ben, beaucoup. En fait. Parce que, en réalité, ça crée des réalités dans lesquelles les gens s'inscrivent, quand bien même elles sont complètement factices. Les gens vont donner de l'argent, parfois, j'ai vu des cas de plusieurs centaines de milliers de francs, donc c'est des sommes importantes. Et on se dit, mais comment il ne s'est pas douté? Ben, il ne s'est pas douté. Et puis, comme des dizaines de milliers de personnes ne s'en doutent pas, ça veut dire que ça marche bien. C'est pas uniquement une faiblesse du côté de ces personnes, pas du tout. Enfin, c'est que le mécanisme est assez ravageur, est bien entraîné, est bien organisé. Évidemment, l'intelligence artificielle est très utile aux criminels dans ce domaine-là. Ça permet de créer du matériel de créer des photos d'une personne qui n'existe pas, de dire, ben, fais une photo de moi à la mer, fais une photo de moi devant un hôpital. C'est-à-dire, donc, tout le matériel de preuve, en réalité, on peut le créer avec l'intelligence artificielle. Donc, ça crédibilise beaucoup le récit qui est fait. Donc, ça devient vraiment extrêmement difficile de se prémunir contre ça. Alors, quels sont les effets des fausses nouvelles? Donc, ça peut avoir des conséquences très variées qui vont d'un impact relativement modéré et diffus. Je ne sais pas si euh, de dire que je ne sais pas. En fait, si vous voulez, il y a il y a deux types de fausses nouvelles aussi. Euh, il y a des fausses nouvelles qui ont une victime ou un groupe de personnes victimes. Je ne sais pas si vous exercez de la diffamation à l'endroit d'une personne, d'une entreprise. La personne qui est visée par cette diffamation, il y a une victime, il y a un plaignant possible. Euh, Vous avez aussi des infractions pour lesquelles il y a un groupe de personnes protégées. Je pense à la norme antiraciste qui a récemment été étendue pour les questions d'orientation sexuelle. Donc là, on protège un certain groupe de personnes par ces normes-là. Et puis, vous avez de la désinformation qui n'a pas de victime identifiée directe. Moi, si demain, je lance un journal et j'ai dit, écoutez, la Terre est plate, arrêtez de nous dire qu'elle est ronde, elle est plate. Il n'y a pas de victime directe, personne va m'amener au tribunal, quoi. Mais c'est de la désinformation. Donc on voit que par désinformation, on entend quand même un assez large, une assez large palette d'informations erronées. Donc ça peut aller de fausses nouvelles avec un impact modéré et diffus à des effets dévastateurs pour la société et ses institutions. Et puis même des impacts qui initialement sont modérés peuvent par le temps, par accumulation, se transformer en des menaces plus graves et varier en fonction de l'échelle, qui peut être évidemment locale, régionale, voire globale. Et évidemment, la baisse de confiance dans les médias peut à terme affaiblir la démocratie. Et je crois qu'on le voit, on a multiples exemples actuels dans le monde où on voit que les médias sont affaiblis et pas toujours au bénéfice d'une croissance démocratique, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, il y a quand même une corrélation et dont l'affaiblissement des médias est quand même un motif
de préoccupation, même si, encore une fois, les médias auraient parfois pu faire un examen de conscience, avoir peut-être davantage écouté les critiques, mais il n'empêche que la baisse de confiance dans les médias et donc la baisse de leur pouvoir sur la formation de l'opinion est problématique parce qu'elle est remplacée par quoi? Finalement cette information par de la désinformation. Parce que, euh, et typiquement, de la propagation de rumeurs dans le champ de la santé publique peut débuter par des atteintes modérées avant de dégénérer, comme on a vu pendant la crise sanitaire du Covid-19, maintenant de voir avec la montée de mouvements voilà, relativement conspirationnistes. Et c'est très compliqué parce qu'au fond, on est toujours ou parfois celui qui est vu comme le conspirationniste ou le désinformateur de l'autre. Euh, Effectivement, des gens disaient les vaccins, etc. Il y a eu tout un mouvement. Alors, je ne suis pas un professionnel de la santé, j'ai aucune idée ce qui est vrai, pas vrai, mais on voit vraiment qu'il y avait des mouvements, disons, qui s'écartaient assez largement de ce qui était indiqué par les journaux, qui eux-mêmes, parfois, se sont révélés peut-être un peu trop servilement, en tout cas dans un premier temps, servir les informations publiques. Donc, l'information est toujours compliquée, ce n'est jamais noir et blanc, et ça reste toujours compliqué. On voit aussi euh, on avait, à un moment donné, je m'en souviens, au début du Covid, taxé de fous furieux les gens qui disaient que peut-être le Covid, c'était une fuite d'un laboratoire, etc. Je disais, mais vous êtes tout à fait fantasque dans vos pensées, c'est ridicule. Et il n'y a pas si longtemps, je vois qu'il y a pas mal, il y a un consensus, semble-t-il, sur la question, car on ne dit pas qu'il a été volontairement mis en circulation, mais enfin, je crois qu'il y a plus ou moins une quasi-certitude sur le fait que c'est une fuite, en tout cas, c'est très plausible que ce soit une fuite de laboratoire à Wuhan. Donc on voit que la manière dont on conçoit l'information, sa véracité, ce qui est complotiste ou pas, varie aussi avec le temps. Donc c'est ce qui rend encore plus compliqué de se positionner. Donc différents échelons peuvent être touchés par des informations. Échelon local, donc exemple, une fausse nouvelle qui circule sur un réseau social qui concerne une fermeture d'école due à des cas fictifs de contamination à un virus inconnu, peut créer une panique locale et une désorganisation temporaire. On pourrait avoir tout d'un coup dans une localité ou un groupe de localités, la pharmacie du village ou de la petite ville qui est dévalisée pour un certain nombre je sais pas, si on dit le seul médicament efficace contre ça, on donne le nom d'un médicament, ben, on peut imaginer qu'il y ait une rupture de ce médicament. Donc, même à un échelon très local, il y a des possibilités d'avoir des conséquences assez délétères. Niveau national, donc lors d'élections nationales, des campagnes de désinformation, comme ça s'est vu en France avec tout un tas de rumeurs qui ont été lancées lors des élections législatives françaises 2024 notamment, peuvent influencer les résultats électoraux et la stabilité politique. On a évidemment l'échelon global. Alors vous avez, exemple classique, c'est la désinformation liée aux enjeux du changement climatique, qui a des répercussions à l'échelle mondiale, des théories niant par différents argumentaires le réchauffement climatique, ralentissent donc la mise en œuvre des politiques publiques environnementales qui exacerbent ainsi une crise globale. Donc on voit qu'effectivement l'effet peut être assez prononcé. Donc j'ai dit les impacts, alors, les personnes, ça peut avoir un impact sur les personnes, donc les fausses nouvelles qui sont des atteintes à la personnalité, de la diffamation, de la calomnie, de l'incitation à la haine, etc. Donc ça, c'est les personnes qui sont les victimes. On a des impacts sur l'opinion publique ou l'éducation. Donc ça concerne toutes les communications erronées qui ont un impact délétère sur la formation de l'opinion publique. Alors, elles ont souvent trait, alors sans qu'on puisse vraiment les réduire à ces seules dimensions, à la science ou à la politique, hein, science au sens large, donc je mets évidemment les problématiques sanitaires dans la science. Donc, à titre exemplatif, alors, la Terre est plate, je le disais, le réchauffement climatique n'existe pas, le système judiciaire suisse est corrompu. Enfin, ce genre de phrases lapidaires sont une forme de désinformation de l'opinion publique. Et donc, ça a pour effet d'affecter le jugement des personnes et leur perception du monde, sans toutefois poser un préjudice direct, civilement ou pénalement justifiable. Évidemment, la démocratie, donc la diffusion de fausses nouvelles visant à affaiblir la confiance dans les institutions démocratiques, peut avoir des effets délétères. Donc,
Il y a eu une rumeur, vous le savez, sur la prétendue fraude électorale lors de l'élection présidentielle américaine de 2020. On semait le doute parmi la population, menée aux violences que chacun sait au Capitole début janvier 2021. Donc l'influence des fausses nouvelles sur les démocraties peut même avoir un impact sur la sécurité nationale. Les fausses nouvelles sont régulièrement exploitées par des pays pour en déstabiliser d'autres dans divers contextes. Alors, il y a quelques pays qui reviennent dans la liste des pays suspectés d'avoir recours à ça. Il y a la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord qui sont souvent cités comme des sources de deepfake et de désinformation à des fins politiques. Alors, je vais passer à quelques exemples concret de deepfake pour que cela soit plus. Donc, c'était en mars 2022. Donc, vous avez tous reconnu Volodymyr Zelensky. Donc, un deepfake du président ukrainien Volodymyr Zelensky demande à ses soldats de déposer les armes et de retourner auprès de leur famille. Donc, ce deepfake a été utilisé à des fins politiques, visait, selon toute vraisemblance, à semer la confusion et à affaiblir la résistance ukrainienne face à l'invasion russe. Je sais pas comment... Бути президентом виявилося не так вже й легко. Я змушений приймати складні рішення. Спочатку я вирішив повернути Донбас. Настав час глянути правді у вічі. Не вийшло. Стало тільки гірше. Значно гірше. Більше нема ніякого. Donc on voit, et en plus, disons, alors ces images, on voit que c'est légèrement pixelisé, qu'il y a un petit retard, mais disons, en matière de génération d'images, 2022, c'est avant le déluge. Hein. C'est-à-dire qu'on est 3 ans après, enfin, les progrès sont presque mesurés, c'est pas exponentiel, c'est presque vertical. Donc, c'est-à-dire que les défauts que l'on voit là, qui sont des défauts déjà relativement mineurs, sont complètement absents si on fait la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que ça devient indétectable, c'est parfaitement indétectable. Donc, c'est d'où l'importance de l'analyse du contexte, de croiser les sources d'information. Et on voit bien le problème d'une information qui serait obtenue par certaines parties de la population uniquement sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus de comparaison, il y a uniquement une source et on n'a pas la possibilité de croiser les informations. Janvier 2024, c'est en Indonésie un deepfake qui reconstitue une intervention de Suharto, l'ancien dictateur indonésien, mais dans un discours qui semble contemporain. Alors, c'est relativement assumé, c'est-à-dire que les gens se doutent bien qu'il n'est pas sorti de son tombeau, mais enfin, il y a quelque chose quand même de manipulateur dans le sens où ça exploite évidemment la nostalgie de certains et les tensions politiques actuelles. Donc, Suharto, tout dictateur qu'il était, c'était peut-être un sage. C'est vrai que parfois, l'écoulement du temps donne des lettres de noblesse qu'on n'aurait pas de son vivant. Donc voilà, c'était... Saya menjabat, impian saya adalah membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Impian itu diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bendungan bersama para insinyur Indonesia yang hebat. Presiden Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melanjutkan pekerjaan penting ini. Menkominfo. Vous voyez effectivement l'utilisation. Là encore, c'est un petit peu rigide. On arrive à faire des choses infiniment moins détectables. Et c'est déjà pas mal du tout, mais on ne le voit plus maintenant. Il y aurait des mouvements, il y aurait des drapeaux bougeraient un peu. Il n'y aurait plus du tout ce côté figé et ce côté marionnette. Quoi. Il n'y a plus le côté bébé de show où il y a juste quelque chose qui bouge et le reste ne bouge pas. Donc effectivement, ça devient indétectable. Et là, c'est assez intéressant. Donc c'est un deepfake qui ne vise pas vraiment à tromper, ou alors vraiment les gens qui n'ont aucune idée de l'histoire, même de leur propre pays, mais plutôt d'influencer en tirant sur des ficelles de nostalgie. Alors ça, c'est un autre style. C'est en avril 2024, ce deepfake, donc ce compte deepfake apparaît sur TikTok avec 30 000 abonnés, donc des gens, 30 000 personnes suivent, de la nièce fictive de Marine Le Pen, une certaine Amandine Le Pen, qui n'existe pas, et qui fait des déclarations qui soutiennent le Rassemblement national. Et donc, évidemment, là encore, c'est un deepfake qui, visiblement, cherche à renforcer l'image de la politicienne et du mouvement et à mobiliser les partisans en donnant l'impression
d'un soutien familial supplémentaire et puis, disons, voilà, d'une femme jeune qui répond complètement au code qu'on peut voir sur TikTok, finalement, qui s'inscrit très bien, donc qui ne fait pas du tout de communication politique. Et ça, c'est vraiment bien fait. Et c'est amusant parce que j'ai été contacté à ce moment-là par une journaliste suisse. Ce sont des journalistes suisses qui ont détecté en premier ce deepfake, et ensuite ça a été repris en France par les journaux de la grande presse française, mais c'est une journaliste suisse. Je sais très bien quand elle m'a contacté pour ce sujet. Donc c'est assez intéressant. Et ça n'avait pas été détecté en France avant. Donc c'est resté quand même un petit moment avant que ce soit détecté. Donc, elles ont beau leur ressembler, Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen n'ont pas décidé d'accélérer leur carrière de TikTokeuse. Non, je vous présente Léna Maréchal Le Pen et Amandine Le Pen, 24 ans, des deepfakes qui font la promo de l'extrême droite sur les réseaux. Ça, là, c'est la vraie Marion Maréchal, et ça, c'est Léna, générée par IA. Pareil, là, c'est Marine Le Pen, et ça, Amandine. Voilà. L'objectif, rendre l'extrême droite plus sexy, littéralement, à quelques semaines des élections européennes. En quelques semaines, le compte Amandinette, qui volait l'image de Marine Le Pen, avait plus de 30 000 followers avant d'être fermé. Corée, POV, playback, sur celui de Léna Maréchal, toutes les trendy passent. Sur un autre compte utilisant le même faux nom, Jordan Bardella est fétichisé dans plus de 40 posts. Après l'apparition d'Amandine et Léna, c'est assez intéressant et on voit qu'il y avait un engagement donc, très important des personnes qui suivaient ces comptes en mettant des commentaires, ah bah super, la jeunesse reprend le flambeau, etc. Donc on voit que ça marche vraiment et les gens pensaient vraiment que c'était une nièce qui n'était pas publiquement connue de Marine Le Pen. Donc c'est vraiment utilisé, disons, donc on n'est pas dans l'ordre on n'est pas du tout dans l'ordre du fantasme, on est vraiment dans l'ordre de la réalité et des manipulations qui existent aujourd'hui. Elles vont être plus pernicieuses, mieux distribuées demain, mais elles sont déjà un instrument de désinformation assez évident. Printemps 24, faux appel de Joe Biden. Alors ça, c'est avant que Joe Biden renonce, évidemment. C'était un appel enregistré aux États-Unis, ça se fait beaucoup dans des campagnes politiques. Vous avez ce qu'on appelle un robocall. C'est qu'en fait, c'est un texte enregistré, donc vous appelez, vous répondez allô, et puis ensuite vous avez un texte préenregistré qui est un slogan politique ou un message politique qu'on veut vous faire passer. Alors, Dieu merci, ils n'ont pas encore fait ça en Suisse. On a les assurances qui nous faire changer d'assurance quand c'est le moment, mais enfin, les robocalls politiques, on n'en a pas encore. Mais aux États-Unis, c'est quelque chose de fréquent. Et donc, un faux anti-robocall a été fait au moment de la primaire républicaine dans le New Hampshire, de la primaire démocrate, pardon, dans le New Hampshire, pour enjoindre les électeurs à garder leur vote pour l'élection présidentielle de novembre 2024 et de ne pas se rendre aux urnes. Donc, l'idée, c'était disons, de déstabiliser en privant de vote dans les élections primaires. Donc, ça va assez loin, hein, c'est assez bien trouvé, vous allez entendre. To save your vote for the November election. Voting this Tuesday only enables the Republicans in their quest to elect Donald Trump again. Now that sounds like a plea from Joe Biden, except that it isn't. And Donc on voit que c'est très réaliste. Alors c'est encore pire. Si on peut encore essayer, et je vous le dis maintenant on ne peut plus, mais on pourrait encore essayer de jouer à trouver les défauts sur les vidéos que je vous ai montrées. Sur ce qui est de l'audio, là ça devient quasiment impossible. Donc, et la voix est évidemment parfaitement imitée. Enfin, c'est la voix de Joe Biden. Alors en Suisse, on est toujours plus modeste en Suisse, mais il y a quand même eu un cas, disons, emblématique. Il y a eu un conseiller national argovien qui a été impliqué dans une affaire judiciaire qui a fait parler d'elle parce que c'était sans doute la première, à tout le moins connue, de l'utilisation de deepfake. Alors, donc, ce conseiller national argovien avait utilisé un deepfake un peu à l'endroit de sa rivale politique. Et puis, il a été contraint par une décision de justice de payer l'intégralité des frais de justice, etc. Donc, et de ne plus utiliser ce contenu. Donc, l'affaire a débuté ainsi. Donc, ce politicien argovien a créé et diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo qui présentait sa rivale politique appelant à voter pour lui.
Donc, cette vidéo générée par IA était évidemment un deepfake où cette rivale politicienne semblait le soutenir. Évidemment, il n'en était rien. Alors, ça a suscité beaucoup de protestations. Et puis, lui s'est défendu en disant, en invoquant le fait que la vidéo était clairement identifiée comme un deepfake, avec une légende mentionnant son caractère fictif et son utilisation de l'intelligence artificielle. Le tribunal civil de Bâle-Ville a toutefois réagi en contraignant le politicien à retirer la vidéo, etc. Donc, alors c'était, disons, du deepfake gentil, c'est-à-dire que dans les exemples que je vous ai montrés avant, en tout cas ceux aux États-Unis, etc., évidemment qu'on ne disait pas que c'était un deepfake. Donc là, c'était un peu le deepfake où on teste juste. Mais ça montre que même en Suisse, on a déjà un cas. Alors évidemment, c'est un cas qui est sans commune mesure. Ich will, dass alle kriminellen Türken ausgeschafft werden. Bitte wählen Sie bei den eidgenössischen Wahlen SVP und schreiben Sie Andreas Glaner zweimal auf Ihre Liste. Subit sans doute un bon coup de communication politique, mais effectivement, le tribunal a jugé qu'il y avait une utilisation problématique. Je n'ai pas le détail de la décision, mais sans doute sur une problématique de droit à l'image, et spécialement dans un contexte politique. Mais voilà, c'était indiqué, mais finalement, il y avait quand même cette utilisation au détriment des opposants politiques. Donc, quels sont les enjeux spécifiques de cette désinformation par intelligence artificielle? Tout d'abord, la diffamation de protection de la personnalité. On a dit, en imitant les visages et les voix, ces vidéos peuvent diffuser des informations diffamatoires ou autrement compromettantes ou décrédibilisantes qui portent atteinte à l'intégrité et à la dignité des personnes concernées. On a l'usurpation d'identité. Donc, en imitant les traits faciaux et les expressions vocales, les créateurs de deepfakes peuvent faire passer des individus pour d'autres, qui sèment la confusion, permettent de commettre de nombreux méfaits. On a parlé avant de l'arnaque à la romance, mais il y en a d'autres, de l'escroquerie, de l'extorsion, du chantage, de la contrainte. Des informations à la sécurité nationale, donc la diffusion de deepfakes peut conduire à la propagation de fausses informations qui ont un impact sur la sécurité nationale et en sapant la confiance du public dans les institutions, mettre en jeu la stabilité politique des nations et un impact démocratique, donc en minant la confiance du public dans les institutions et dans les informations authentiques, compromettre de la sorte le processus démocratique en influençant les opinions et les décisions des électeurs. Alors, quelle régulation des fausses nouvelles? Alors, c'est là que ça devient compliqué. Il ne faut pas confondre déjà la morale et le droit. C'est-à-dire, ce qui est moralement discutable n'est pas forcément nécessairement interdit d'un point de vue juridique. Ce qui est faux et mensonger n'est pas en soi et par principe juridiquement interdit, sauf cas particulier. Vous pouvez passer votre journée à dire des choses fausses, vous n'allez pas en prison, sauf si vous êtes témoin dans une procédure. En quel cas, on vous enjoint de dire la vérité, le faux témoignage peut vous amener en prison. En fait, de répéter à qui veut l'entendre que la Terre est plate à longueur de journée, c'est le droit. Il n'y a pas une obligation de vérité dans le droit suisse. Il y a certains cas dans lesquels on attend de vous que vous disiez la vérité. Dans d'autres cas, libre à vous de dire ce que vous voulez, que ce soit vrai ou faux. Donc, il s'agit évidemment d'une problématique internationale. Donc, la réglementation de la désinformation doit, dans l'idéal, dépasser les frontières des nations et d'avoir quelque chose de global. Alors, c'est très, très limité pour l'instant. On a dans l'Union européenne le Artificial Intelligence Act et le règlement sur l'intelligence artificielle qui aborde un peu indirectement la question des deepfakes en disant que lorsque l'on crée des deepfakes, donc à la fois quand on est l'entreprise qui permet leur création, donc la plateforme, mais aussi les utilisateurs, doivent, quand c'est un deepfake, mentionner que ça a été créé par intelligence artificielle. Donc, ça veut dire que vous devez le faire si vous faites une fausse vidéo je ne sais pas, d'Emmanuel Macron, mais en revanche, si vous créez une photo ou une vidéo d'une personne qui n'existe pas, vous n'avez pas besoin. Ce deepfake
il y a une notion de tromperie. C'est pour ça qu'on est plus exigeant avec le deepfake parce qu'il vise à tromper. Donc, il doit tromper sur une personne existante, un objet existant, un événement existant. Et le deepfake, c'est ça. Toute création artificielle n'est pas un deepfake. C'est des nuances importantes. En Suisse, il n'y a pas vraiment de réglementation encore concernant les fausses nouvelles et les deepfakes. On sait que disons, le Conseil fédéral en Suisse a une optique un petit peu attentiste. On regarde ce qui se fait ailleurs et ensuite on copie le modèle en général de manière un peu allégée. C'est bien parce que ça évite parfois de commettre les mêmes erreurs qu'ailleurs, mais ça entraîne quand même, il faut bien le dire, un retard systématique dans la régulation des technologies. Donc, il y a du pour, il y a du contre. Voilà, c'est une manière de faire suisse. Mais donc, ce qui fait qu'on aura une régulation d'intelligence artificielle plus lointaine. À l'exception il y a quand même une convention du Conseil de l'Europe que la Suisse est en train de ratifier, mais qui pose vraiment des grandes lignes, qui ne va pas du tout aussi loin que l'instrument, le règlement sur l'intelligence artificielle de l'Union européenne. Donc, comment lutter contre ces fausses nouvelles au-delà, disons, des lois? Ça peut être d'améliorer encore sans cesse les technologies de détection. C'est très difficile parce que le taux de détection des vidéos faites par IA n'arrête pas de diminuer. On a de plus en plus de peine, même techniquement, à trouver ça, à démontrer la création d'un faux contenu. D'inciter des utilisateurs à signaler les contenus douteux ou faux et puis de voir à partir d'un certain seuil de signalement d'avertir ou de supprimer tel ou tel contenu. L'éducation et la sensibilisation, la formation des citoyens, aujourd'hui c'est un bon exemple d'une mesure tout à fait concrète, c'est-à-dire que les gens soient informés de l'existence des deepfakes, des dangers, de la difficulté de les reconnaître, enfin, de tous les enjeux. Donc des campagnes de sensibilisation peuvent aider les individus à identifier les signes de falsification et développer une pensée critique face aux informations visuelles. Évidemment, la même chose en milieu scolaire. Donc, intégrer les modules sur la littératie numérique, la vérification des sources, d'informer directement l'utilisateur d'une plateforme ou d'un logiciel des risques que ça comporte en matière de désinformation. Les plateformes en ligne aussi doivent adopter des politiques claires, de collaborer avec des experts en IA pour améliorer les capacités de détection. Et puis d'essayer, disons, aussi des initiatives de recherche, donc de financer des projets de recherche consacrés à la détection et à la prévention des deepfakes, d'explorer des technologies, des méthodes, encourager des collaborations entre universités, instituts de recherche pour partager des ressources et des connaissances, renforcer la vérification des faits. C'est effectivement un sale temps pour les vérifications des faits. Vous avez peut-être entendu que des plateformes comme Meta sont en train de renoncer au fact-checking qui était outsourcé, donc externalisé auprès d'autres entités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucune vérification, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucun. Maintenant, il y a les community notes, donc vous pouvez signaler un contenu puis indiquer pourquoi vous pensez qu'il est faux, etc. Donc il y a encore des dispositifs, ce n'est pas complètement la fin de toute régulation, mais disons, c'est quand même un signal qu'on va moins vérifier les faits. Et puis de toute façon, c'est très difficile de vérifier les faits. J'avais donné une conférence à la HEI il y a une dizaine d'années, à HEI, non, Haute École d'ingénieurs, je pense que ça s'appelle, oui, c'est ça, HEI, GE. Sur la question de la désinformation, et j'avais intitulé la conférence « L'épouvantable ministère de la vérité ». Parce que finalement, de faire du fact-checking, ça a aussi une autre dimension parfois problématique. Comment on vérifie un fait, sur quelle base? Et puis souvent, un texte sur Internet ou dans un journal n'est pas uniquement un fait, c'est entrelacé avec des opinions. Or, les opinions ne peuvent pas être vraies ou fausses, elles peuvent les partager ou non, mais seuls les faits peuvent faire l'objet d'une validation, on ne peut pas valider une opinion. Donc ça pose quand même pas mal de questions, et là encore, ce sont des sujets complexes. Donc évidemment, donc les enjeux sont nombreux, les solutions sont assez, je dirais, multifactorielles. Et puis, donc, on voit une sorte de collision de valeurs actuelles, en tout cas entre l'Union européenne, dont on voit qu'elle régule beaucoup, peut-être trop, mais enfin, l'Union européenne régule. Enfin, c'est parfois un sujet de blague, des règlements, des lois, etc. C'est un modèle à part entière. Et puis des États-Unis qui font tout l'inverse.
Donc, ils deviennent complètement libertaires, qui dérégulent complètement tout, qui ne financent plus rien. Donc, on est vraiment face à un clivage très important entre deux blocs de pays qui étaient considérés comme, disons, ayant plus ou moins les mêmes perspectives sur le monde. Et on voit que, en tout cas, sur une partie des sujets, il y a des grosses divergences. Donc, cette intelligence artificielle, évidemment, offre des opportunités considérables. Ça soulève aussi des défis majeurs en matière de désinformation. Ça amplifie, donc les technologies amplifient les risques de manipulation de l'opinion publique et de brouillage des repères entre la vérité et la fiction. Et face à ces enjeux, la réponse doit être collective et multidimensionnelle, donc un cadre juridique renforcé, dont on sent qu'il prendra du temps, en tout cas en Suisse, capable d'encadrer les usages de l'IA sans freiner l'innovation. C'est évidemment un problème qu'on rencontre aussi, il ne faut pas non plus trop éteindre l'innovation. Et puis, parallèlement, d'avoir une responsabilité accrue des plateformes numériques dans la détection, la modération des contenus trompeurs. Et puis, enfin, de renforcer l'éducation au numérique et à l'esprit critique. Et enfin, évidemment, une coopération internationale qui paraît incontournable pour harmoniser les régulations et favoriser le partage des meilleures pratiques. Alors, si les défis sont évidemment grands, j'espère que cette conférence vous aura un peu éclairé et rappelé que les outils juridiques et technologiques, combinés à une vigilance citoyenne renforcée, permettront sans doute de construire un environnement numérique plus éthique, un peu plus transparent et, on l'espère, respectueux des droits fondamentaux. Merci beaucoup. Bien, donc nous allons prendre les questions. Y a-t-il des parallèles entre la désinformation et les fausses dans le monde des arts et le traitement juridique? Est-ce qu'il y a des possibilités de similarité? Vous dites entre des œuvres contrefaites et des fausses nouvelles? Oui, oui, donc dans les deux cas, c'est la désinformation. Oui, oui. L'information fausse, en tout cas, ou prétention fausse pour les arts. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple en tête où il y aurait une connexion directe entre les deux, mais je dirais que ça participe du même mouvement, de la même chose. Et on peut parfaitement imaginer que des fausses informations servent à crédibiliser l'existence d'un faux tableau. C'est-à-dire que comme vous êtes en mesure de créer des faux documents, des fausses vidéos, voilà, vous pouvez créer une vidéo où votre tableau, il est dans un salon à Matignon, et puis vous voyez, bah, ce salon, il était à Matignon, et puis il a été vendu quand il y a eu tel ou tel événement. Donc, ça participe de la création d'éléments qui sont conçus comme des preuves et qui n'en sont pas. Mais oui, je pense que tout peut interagir. Et certainement que l'intelligence artificielle interagit avec la criminalité de tout type. Parce que c'est un outil facilitateur. Comme les bandits n'avaient pas tous une orthographe parfaite, eh bien, c'est parfait maintenant d'avoir ChatGPT parce qu'il écrit à votre place sans faute. Si ce n'est que le problème est que le niveau d'orthographe a tant baissé que c'est maintenant le caractère irréprochable de l'orthographe qui est un motif de vigilance. Non, mais ça a changé. Ben oui. Quel drôle de monde quand même. Oui. Le problème, on a parlé hier soir à Forum, sauf erreur, de quelqu'un qui avait été découvert comme étant un criminel dangereux sur un des sites comme Facebook ou autre. Et comment est-ce qu'on se débrouille en Suisse pour lutter contre ça, si ça vous touche? Lutter contre quoi? Le fait que quelqu'un avait été identifié, un Norvégien, sauf erreur, Ouais. avait été identifié comme étant un criminel dangereux, et alors qu'il était tout à fait innocent. Et comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? Alors, je ne sais pas comment on peut lutter contre ça. Par exemple, il y a des instruments, il y a des technologies de plus en plus perfectionnées, disons, de reconnaissance faciale pour reconnaître des personnes sur des photos ou dans des aéroports. Vous savez très bien qu'il y a des logiciels qui sont utilisés de manière assez large pour identifier des individus. Maintenant, les technologies ne sont pas parfaites. Alors, je ne sais pas dans le cas que vous soulevez, c'était une détection technique ou c'est quelqu'un qui a contacté les forces de police en disant il ressemble quand même furieusement à cette personne ou j'ai des raisons de penser que. Mais je pense que les erreurs judiciaires existent toujours. Alors, on en a eu un exemple, semble-t-il. Hein, encore une fois, je ne connais pas l'affaire, mais à Genève, sur des poseurs de bombes qui, semble-t-il, n'en étaient pas. Donc, on voit que même la police fédérale, semble-t-il, est faillible. Je le regrette, mais
Mais voilà, donc je crois que l'erreur judiciaire existe, donc l'erreur policière aussi, puis l'erreur, disons, lorsqu'on identifie quelqu'un sur les réseaux, de la même manière existe. Maintenant, on sait qu'il y a des technologies assez efficaces de détection qui, sans doute aussi, d'un autre côté, permettront de résoudre des crimes. Il y a toujours cette balance à trouver, cette pesée d'intérêt entre les nécessités de l'enquête et la protection de la vie privée. Il y a toujours disons, un équilibre complexe à trouver. J'ai 3 questions. La première, très rapide, juridique. Pour reprendre l'exemple de monsieur, je demande à ChatGPT gratuit. Qui suis-je? Il me répond que je suis un assassin, etc. Mais je demande à ChatGPT. Vous avez dit ça? Qui suis-je? Il me fait la même réponse. Le traitement est différent. Il y a une responsabilité dans le deuxième cas et pas dans le premier cas, semble-t-il, y compris sur le plan pénal. Ça, c'est la première question. La deuxième, est-ce que vous arrive d'être sollicité par des politiques en Suisse pour aller faire des présentations au Conseil national, des commissions, au Conseil des États, etc. Ce serait pas mal. Et puis la troisième, dans votre étude en tant que PME, est-ce que vous introduisez l'intelligence artificielle sur le plan stratégique, dans votre référentiel numérique, dans la formation, etc., etc. Si c'est le cas, quelques explications. Si ce n'est pas le cas, est-ce que vous le conseillez à d'autres PME? J'ai fini. Bien. Alors, si j'ai bien compris la première question déjà, vous posez la question de savoir si la responsabilité, disons, d'un dispositif d'IA était la même, suivant que pour la même personne, un tiers demande qui est-elle et l'IA répond un assassin et qu'on demande soit un assassin. Bon. Oui, alors en théorie, on pourrait faire une différence parce qu'évidemment, la diffamation nécessite que l'on s'adresse à un tiers, donc il n'y a pas de diffamation par rapport à quelqu'un. Si vous dites à quelqu'un qu'il est un escroc, juste en face à face, ce n'est pas de la diffamation. Il faudrait que vous le disiez en présence d'un tiers. En revanche, certaines fois, certaines invectives peuvent être constitutives d'injures. Mais c'est compliqué parce que ça pose vraiment la question plus généralement de la responsabilité des plateformes sur le résultat obtenu. Et si vous lisez les conditions générales d'utilisation des services, on ne fait aucun type de garantie d'aucune sorte sur ce qu'on appelle l'output, soit ce qui sort de l'IA. Maintenant, évidemment que c'est un problème parce que la diffamation va pouvoir se baser, justement, comme on l'a dit, finalement, si effectivement les informations fausses sont reprises ensuite par un tiers, etc., ça devra être traité par la justice. Et finalement, comment est-ce qu'on attribuera la responsabilité? À mon sens, il doit quand même y avoir une responsabilité de l'opérateur du dispositif d'IA, parce que sinon on n'y arrive pas. Il faut bien qu'on ait un sujet de droit qui puisse être attrait et répondre. Mais évidemment, ça pose vraiment plein de problèmes de délimitation qui sont compliqués. La deuxième question, c'était si je faisais des conférences pour dans des cénacles politiques, etc. Alors j'en ai fait. J'en ai fait dans certains conseils d'État de certains cantons, je ne vais pas dire diront s'ils le souhaitent. Ça a été fait et il y a quand même pas mal de cantons qui se posent des questions, voire lancent des études sur ces questions de manière très sérieuse, disons de manière pluridisciplinaire. Donc il y a un certain nombre de travaux en cours dans les cantons, sans doute aussi à la Confédération, mais il y a un vrai sujet. La dernière question, c'était de savoir si j'avais recours à l'intelligence artificielle dans mon étude. La réponse est oui. La complexité est qu'il y a des contraintes légales et réglementaires très fortes, à la fois le secret d'avocat, la protection des données, qui fait qu'en réalité, on ne peut pas mettre d'informations personnelles, identifiantes sur un cas, etc. Donc, ça oblige à une abstraction complète. Finalement, vous posez plutôt des questions abstraites. Mais à terme, et on est en train évidemment d'y réfléchir, comme beaucoup d'études, de voir quel dispositif pourrait être mis en place, qui combine à la fois l'intérêt évident que l'intelligence artificielle propose avec une sécurisation la plus importante possible des données. Ça ne peut pas être le moulin. Et donc, c'est une des professions, sans doute, où l'intelligence artificielle est la moins utilisée, disons, dans son plein potentiel, parce qu'il y a des contraintes légales et réglementaires tout à fait justifiées, mais disons très fortes. Voilà. Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question. Enfin, vous avez peut-être un peu répondu jusque-là.
J'ai une question concernant les possibilités juridiques de se défendre, à savoir à qui on s'adresse si jamais on est victime d'un deepfake, d'une sextorsion, d'une tentative d'extorsion. Est-ce qu'il y a, au niveau suisse, est-ce qu'on peut s'adresser à quelqu'un? Est-ce qu'au niveau international, puisque la plupart des plateformes sont des plateformes internationales, les plateformes de réseau social, à qui faut-il s'adresser? Et là-dessus, voilà, est-ce on peut agir concrètement? Si l'un d'entre nous, enfin, les personnes lambda, sont victimes de ce genre de fait, voilà, j'ai l'impression que la plupart des gens sont tout perdus. Alors, vous avez tout à fait raison, c'est une très bonne question. Enfin, c'est plutôt 1000 questions en une. Parce qu'effectivement, vous avez cité un certain nombre d'infractions pénales, sextorsion, qui est une forme en réalité de contrainte ou d'extorsion en fonction de ce qui est demandé. Les escroqueries aussi. Ben, l'arnaque à la romance est une escroquerie au sens du code pénal suisse. Finalement, dès que c'est une infraction pénale, donc un comportement qui est prohibé par le code pénal, la voie, c'est le dépôt d'une plainte pénale. Ce qui peut être fait auprès de la police ou du ministère public, il y a quand même parfois un peu des difficultés. Vous tombez sur un agent qui ne sait pas trop de quoi vous parler, qui vous décourage un petit peu. Il y a encore cette difficulté un petit peu d'accès, mais une fois que vous avez réussi disons, à ouvrir une procédure, ça se passe de mieux en mieux. Ça ne veut pas dire qu'on retrouve toujours les gens, mais il y a quand même une habitude. Il y a quand même maintenant à Genève une brigade de cybercriminalité qui est une brigade, vraiment, avant, c'était uniquement une brigade d'appui pour les autres brigades. C'était de l'IT plus, quoi. Maintenant, il y a vraiment une brigade de cyber-enquête à Genève, de policiers. Il n'y a pas l'équivalent au ministère public encore, mais à la police, oui. Donc, il y a un intérêt parfois. Alors, si le cas est très simple, pour aller à la police, etc., mais il y a quand même un intérêt, disons, de vous faire accompagner d'un avocat ou d'une assistance, d'une permanence juridique. Il n'y a pas besoin non plus de faire les frais dingues. Il y a les permanences juridiques des avocats à Genève qui, pour un montant tout à fait symbolique, vous avez un avocat qui passe une demi-heure avec vous. Vous pouvez choisir l'avocat de votre choix aussi. Donc, il vous accompagne là-dedans. Ça permet d'éviter de perdre du temps. Le problème d'une plainte déposée à la police, elle est un peu, vous n'avez pas très bien expliqué, puis le policier n'a pas très bien entendu, ben, vous allez perdre beaucoup de temps assez précieux. Tout dépend de l'enjeu. Vous voyez, c'est parfois, on dépose plainte juste pour marquer le coup. Puis d'autres fois, il y a des choses où si de l'argent est parti, il faut parfois en quelques heures agir pour bloquer un truc. Donc, si c'est un policier qui n'a pas trop compris l'enjeu, il n'a pas compris, il se dit, bon, ça n'a pas l'air important, ben, il va traiter votre cas, mais il sera sous la pile, et puis finalement, vous n'avez plus de possibilité de bloquer l'argent, par exemple. Il n'y a pas un cas qui ressemble à un autre, mais disons, donc vous avez des possibilités, et le fait que les plateformes soient à l'étranger n'empêche pas du tout qu'elles soient justiciables de la justice suisse. On fait souvent des procédures, notamment des procédures de mesures superprovisionnelles ou provisionnelles pour interdire, demander le déréférencement depuis la Suisse de certains sites, etc. Et on agit contre des plateformes. Donc, on peut agir à Genève contre des plateformes qui sont à l'étranger. Et en général, les grandes plateformes ont un siège social en Irlande pour l'Union européenne et la Suisse. Donc, vous pouvez parfaitement agir, ça n'empêche pas. C'est sans doute évidemment plus compliqué. On préférait que les gens soient un petit peu polis et commettent des infractions exclusivement dans le territoire genevois, comme ça on les retrouvera plus facilement. Mais il se trouve que par malice, quelques autres criminels se sont logés ailleurs. Donc voilà, c'est évidemment que ça freine un petit peu la résolution, mais ça ne l'empêche pas. Et les collaborations internationales s'améliorent. Mais c'est la police et les voleurs. Les voleurs ont toujours une petite longueur d'avance. C'est jamais le voleur qui court après le policier, c'est toujours l'inverse. Si vous avez parlé de... Merci. Moi, j'ai juste une petite question. Quand et comment peut-on mettre en garde les jeunes? Et ça, est-ce qu'il y a un moyen? Est-ce qu'on peut les prévenir? Est-ce qu'on peut les rendre sensibles à la chose Il y a des avant que ce soit programmes, trop hein, oui. tard? Non, mais il y a des programmes qui sont faits tant dans le public que dans le privé. Il y a la semaine des médias, il y a des initiatives dans les écoles, il y a des associations. D'ailleurs, j'ai donné il n'y a pas longtemps avec la Société genevoise de droit et de législation une conférence avec Action Innocence. Il y a tout un tas de dispositifs qui sont en place. Et évidemment, ce n'est pas parfait, on pourrait toujours faire plus, mais les choses sont faites de plus en plus, bien sûr. Mais voilà, c'est compliqué. Et puis, l'imagination, disons, des personnes mal intentionnées est importante. Donc, il faut toujours adapter les stratégies et la sensibilisation à une criminalité qui évolue sans cesse, mais en cette matière comme dans d'autres. Vous avez une question?
Ah. Ah, voilà. Ouais, c'est un peu la suite de la question précédente. Je parlais de l'éducation et de développer l'esprit critique, pratiquement. Pardon? Dans l'éducation, Je sais pas où je dois regarder. Pardon, je cherche Charlie. Voilà, oui, excusez-moi, monsieur. Oui. dans l'éducation, vous aviez parlé de il fallait développer l'esprit critique. Pratiquement, ça se fait comment? C'est un peu la suite de la question précédente. Je crois qu'il n'y a pas une recette unique, mais c'est déjà d'expliquer les bases de l'information, de la désinformation, un petit peu ce qui a été expliqué aujourd'hui. C'est que finalement, il ne faut pas prendre pour argent comptant. Enfin, c'est une expression qui commence un peu à dater. Pas prendre pour argent comptant, je crois que c'est plus utilisé très longtemps. Donc, je crois que c'est d'expliquer les phénomènes, de rendre attentif au fait que parfois, une information qui peut avoir l'air vraie en réalité est fausse, d'expliquer qu'il faut essayer de croiser les sources d'informations. Alors, voilà, on peut estimer que c'est enfoncer des portes ouvertes, mais quand vous voyez des jeunes qui font des études qui vous disent que leur seule source d'information, c'est TikTok, visiblement, cette évidence-là doit être rappelée. Et de se poser la question, est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que d'autres personnes le disent? Enfin, d'essayer vraiment d'avoir un rapport critique à l'information et pas d'avoir un rapport uniquement de recevoir l'information en se disant que si on l'a reçue, c'est qu'elle est forcément vraie. Bonjour, madame. Oui. Alors moi, j'avais une question plutôt par rapport aux fake news et à la presse. J'avais une question par rapport aux fake news et à la presse. Donc, on sait que les médias sont censurés, que les journaux ne peuvent pas écrire n'importe quoi. Et je me demandais si la rétention ne déforme pas l'information au même titre qu'une fake news, par exemple. Mais vous dites la rétention, enfin, ce censure, La vous entendez, censure. mais vous entendez quoi? Une censure Par qu'un exemple, média s'appliquerait lui-même ou dont il serait l'objet par des demandes externes? Parce qu'il y a différents types de ce qu'on appelle censure. Alors, de nouveau, c'est comme la désinformation, c'est un terme très large et oui. Alors, il y a certainement des différents niveaux auxquels la censure existe. Par exemple, la rédaction en chef, le monde politique peut-être. Voilà. bon, la censure, je crois que c'est très large. La censure, qu'est-ce que la censure? C'est une bonne question. Il y a la censure au sens où on l'entend, qui est vraiment quelque chose qui est interdit. C'est finalement de censurer sans raison. Ça figure même dans la Constitution qui dit la censure est interdite. Mais pour ensuite immédiatement expliquer qu'il y a des formes légales de censure, c'est un petit peu le système suisse, mais qui sont justifiées, qui visent à protéger la personnalité et donc d'empêcher parfois en amont de la publication de l'information, la publication, certaines publications ou émissions, mais donc ça nécessite qu'un juge prenne cette mesure, donc c'est un processus judiciaire, donc ce n'est pas de la censure au sens où on l'entend du fait du prince d'un potentat qui décide ce qu'il veut voir dans la presse ou pas, ce n'est pas cette censure-là. Mais n'empêche que, enfin, elle a quand même, c'est une restriction dans la possibilité pour les médias de diffuser certaines informations si un juge estime que c'est important. Il y a aussi l'autocensure. On est dans des temps où effectivement on avait une sorte de, certains le pensaient, une sorte d'injonction de penser dans un certain sens et puis gare à celui qui pensait différemment. Donc finalement les médias aussi parfois peuvent verser dans une mode au-delà de leur ligne éditoriale. La ligne éditoriale, c'est aussi une forme d'autocensure. Si vous êtes vous n'allez pas, si c'est un journal de droite ou un journal de gauche, vous n'allez pas parler de certains sujets. Le Red Chef va dire non, non, les autres feront. Donc, la censure, ça veut dire beaucoup de choses. C'est un choix éditorial, c'est une forme de censure. Le directeur en chef décide qu'on fait un article sur les parcs à chiens et pas sur un autre sujet. C'est une forme de censure parce qu'on n'a pas fait sur les parcs à chiens. Donc, est-ce que la censure éditoriale peut s'apparenter à une fake news? vous dites que finalement, est-ce que de taire une information est une fake news? Ça va un peu loin, c'est quand même quelque chose, dans la fake news, il y a quand même quelque chose d'actif pour désinformer. Ce n'est pas le fait de se taire sur un événement à tort ou à raison, c'est le fait de propager quelque chose de faux. Donc, je vois ce que vous voulez dire, hein. C'est sans doute que de taire des informations, en tout cas, ça ne procède pas d'une recherche effrénée de la vérité, c'est clair, mais ce n'est pas pour autant une fausse nouvelle. Oui. Bien. À juste titre, vous avez dit qu'un ministère de la vérité était à proscrire, mais quid d'un ministère du mensonge?
Et quelles seraient ses fonctions? Je pose la question. C'est pas une question, c'est une grenade dégoupillée. Ça. Non, écoutez, je sais pas, moi je m'étais posé la question uniquement dans l'autre sens, c'est que finalement la vérité qui est érigée comme l'étoile du berger, etc., le référentiel commun, simplement c'était pour signaler qu'elle était, disons, sujette à appréciation diverses. Déjà, la vérité de l'un n'est pas la vérité de l'autre, c'est quand même pas si évident et binaire que ça. Et en plus, et surtout ce que je disais avant, c'est que la problématique, c'est que très souvent, un texte est un mélange de faits, vrais ou faux d'ailleurs, et d'opinions qui ne peuvent pas être vraies ou fausses. Et ça pose des problèmes, c'est qu'il y a une institution, quand vous voulez être l'objet d'un article de presse, une des ripostes les plus légères, c'est de demander un droit de réponse. Le droit de réponse, c'est donner votre version des faits opposée à celle du journal, par exemple, qui a énoncé un certain nombre de faits qui vous concernent. Mais la difficulté, vous ne pouvez répondre que sur les faits et pas sur les opinions. Donc parfois, c'est un travail d'orfèvre. Puis le tribunal fédéral a été jusqu'à créer une catégorie intermédiaire qui sont les jugements de valeur mixte, c'est-à-dire des opinions qui ont une base factuelle. En disant, je ne sais pas, tel politicien s'est fait discret au Parlement. Alors, s'est fait discret, bon, bah, on sait pas, ça c'est une appréciation, mais s'il s'est fait discret, c'est qu'il n'était pas souvent là. Donc ça, sur cet élément-là, on peut répondre, mais pas sur le... Donc c'est vraiment très compliqué. Donc d'avoir finalement une sorte d'organe oblitérateur de ce qui est vrai ou faux, bah, c'est un petit peu, ça ressortit un peu du fantasme, quoi. Il n'y a pas vraiment c'est une fausse bonne idée, je pense, malheureusement. Plus près, je crois. Des journaux d'opinion politique très marqués, en France par exemple, qui affichent des informations. En somme, ils ne risquent rien tant qu'ils ne s'attachent pas à une personne ou qu'ils dénigrent une personne. Si j'ai bien compris. Alors en France, il y a encore un régime particulier. Alors, je n'ai pas les contours exacts en tête, mais il y a un régime sur les fake news à l'approche des élections. Mais qui, alors, je pense, a été utilisé à peu près 0 fois. Ça demande à vérifier, je ne sais pas, je crois. Mais disons, c'est toujours le même régime. Non, mais enfin, je ne pense pas que la pluralité politique dans les médias soit néfaste. Au contraire, je pense qu'elle est au contraire, la diversité des médias, y compris d'opinion politique, est plutôt un facteur de lutte contre la désinformation. À mon sens, c'est la pluralité des médias et la pluralité des opinions. Et en Suisse, on a quand même peu de presse polarisée. Il y a des journaux qui se présentent comme étant de degrés divers de droite. LZZ est vu comme centre droit. Weltwoche est vu comme apparenté à l'UDC, en tout cas à ses idées. Je sais pas, le Courrier est une gauche plutôt forte. Bon, il y a encore gauche et d'autres plus à gauche, mais enfin, il y en a très peu. En réalité, on a une presse essentiellement généraliste qui, disons, se présente en tout cas comme n'endossant pas de couleur politique. Positivement. De voir quoi? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, non. Je suis pas sûr parce que finalement, ça peut aussi faire que votre voix a plus de peine à être entendue en Suisse si vous n'êtes pas dans la ligne éditoriale des médias qui dominent sans couleur apparentée. C'est plus difficile. Je ne suis pas certain que ce soit une bonne chose qu'il y ait aussi peu de diversité de presse d'opinion politique. Elle peut être exagérée, hein, la presse d'opinion politique. D'ailleurs, c'est son rôle, sans doute. Hein. Peut-être. Alors, des mensonges, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des mensonges? S'il y a des mensonges, vous pouvez les débusquer. Mais alors, vous n'avez pas de garantie non plus qu'une presse généraliste ne dise jamais de mensonges. Alors, je crois que ça serait un petit peu... On va clore ici les questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour votre conférence.